Monsieur le ministre, je vous remercie. Je pense que c'est excessivement généreux. Je n'ai pas l'habitude. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est tout d'abord de vous remercier d'être venus si nombreux. C'est toujours extrêmement encourageant pour nous qui vivons et qui travaillons au Congo, de voir à quel point ce pays, malgré toutes ses difficultés, suscite un tel intérêt en Belgique, qui reflète bien sûr cette amitié qui existe entre les deux pays et qui nous est extrêmement chère. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est sans très grande formalité, simplement raconter l'histoire, qui pour moi a été d'abord l'histoire d'un enfant qui a eu la chance de pouvoir rêver d'une vie dans les aires protégées d'Afrique, qui a eu la chance d'avoir des parents qui étaient amoureux de la nature et qui a eu la chance de grandir en Afrique de l'Est, mais qui est surtout l'histoire de ceux qui l'ont porté, ceux qui l'ont soutenu pendant presque 25 années. Et c'est surtout leur histoire. Et là, je parle de cette fabuleuse équipe, cette petite communauté de gardes-parcs congolais qui vivent génération après génération à l'est de la RDC, dans ce site qui est devenu le berceau de la conservation de la nature en Afrique, et qui donne vraiment un exemple de ce qui est possible par rapport à la protection de ce qui nous est important, par rapport à cette planète, ce monde dans lequel on vit. Mais pour moi, bien sûr, c'est... je vais allumer le... pour moi, bien sûr, c'était une histoire qui a commencé il y a bien longtemps, avec un voyage à partir du Kenya, qui est allé en Ouganda, sur base d'un site que j'ai imaginé en tant qu'enfant, qui était ce grand paysage au centre de l'Afrique, qui se constituait de grandes montagnes, de savanes, de volcans et bien sûr de ces forêts qui se situent au centre de l'Afrique et qui hébergent cette population tout à fait exceptionnelle de faune, tout cet assemblage de faune dont notamment les grands singes qui caractérisent ce parc des Virunga. Et donc je n'avais pas de financement à l'époque. J'ai voulu commencer malgré tout. Et j'ai pu m'acheter une moto à Kampala. J'ai traversé l'Ouganda. Je suis arrivé sur cette grande frontière, qui est la frontière entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, et qui est également cette frontière naturelle entre les grandes savanes de l'Est du continent africain, qui sont séparées par la vallée du Rift, du bassin du Congo, de ces grandes forêts tropicales au centre de l'Afrique. Et cette frontière est bien sûr marquée par ce grand parc qui a 300 km de long, qui est le parc national des Virunga. En arrivant au parc des Virunga, j'ai traversé la frontière, je suis descendu l'escarpement et devant moi il y avait ce magnifique paysage qui doit être un des plus beaux paysages du monde. Lorsqu'on regarde vers le nord, il y a les monts Rwenzori, les montagnes de la Lune qui vont jusqu'à plus de 5000 mètres, qui sont plus hauts que le Mont Blanc, qui sont dotés de ces magnifiques glaciers et qui descendent dans les forêts alpines et puis dans les forêts de basse altitude de l'Ituri, là où se retrouvent
les okapis, les bongos et toute cette faune de forêt. Et en allant vers le sud, on retrouve la vallée de la Semliki et ces magnifiques forêts de savane d'acacia, suivi du lac Édouard, et par après les grandes savanes, les grandes plaines de la Rwindi, où il y avait autrefois les plus grandes densités de grands mammifères du monde. C'est de par ces populations d'éléphants, de buffles, d'hippopotames qui étaient littéralement à perte de vue. Et lorsqu'on continue vers le sud, on arrive de nouveau dans les montagnes. Mais là, il ne s'agit pas des montagnes classiques comme les Rwenzori, mais les grands volcans des Virunga. Et c'est certainement une aberration géologique tout à fait exceptionnelle. C'est là où on retrouve le plus grand lac de lave en ébullition au monde, le lac de lave au centre du mont Nyiragongo, qui a plus de 400 mètres de large et qui est en éruption permanente. Et bien sûr, ce sont cette même chaîne de volcans qui, lorsqu'on va vers l'est de nouveau, qui représente le foyer de cette population pour lequel les Virunga ont été créés, qui sont les gorilles des montagnes. Et donc, en arrivant aux Virunga, il y a maintenant plus de 15 ans, j'ai bien sûr tout de suite compris que c'était vraiment l'endroit au monde où je voulais passer le reste de ma vie. Et c'est cette faune et ces paysages exceptionnels qui m'ont amené au Virunga. Mais ce qui m'a maintenu au Congo, ce qui m'a maintenu dans ce magnifique parc, c'était plutôt c'était autre chose. C'était plutôt cette équipe de garde de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Lorsque je suis entré au parc à partir du poste frontalier à Kasindi, j'ai pu me réunir avec un vieil ami qui était un garde de la Garamba, qui m'a suivi au Virunga. Et avec lui, il s'appelait Atama, on a pu lancer le projet, un premier projet du parc des Virunga. C'était un petit projet avec un très petit budget, mais qui visait à permettre aux gardes-parcs des Virunga de se rétablir. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était à une période très particulière. C'était en 2001 et c'était à la période la plus difficile de la Seconde Guerre civile de la RDC. Et c'était à ce moment-là où le pays était le plus divisé. Il était divisé en 4. Il y avait 3 rébellions et une zone du pays qui était sous le contrôle gouvernemental. Et donc 3 zones rebelles, dont 2 qui divisaient le parc des Virunga en 2. Et c'est important d'un peu expliquer comment se situait le parc et surtout comment se situaient ses gardes pendant cette période extrêmement difficile. La guerre à l'est du Congo a commencé avec les troubles en 92, mais ce qui a surtout provoqué l'éruption de cette guerre civile si tragique en RDC, c'était bien sûr ces terribles événements au Rwanda en 1994, avec ces 3 mois de génocide qui se sont terminés avec ce flot humain dans les pays voisins, et notamment au Congo. Et ça a résulté avec plus d'1 million de personnes désespérées sur les bordures du parc des Virunga.
mais parmi ces gens désespérés, il y avait également les instigateurs du génocide rwandais, les Interahamwe, les milices qui avaient provoqué ce terrible génocide. Et ils sont restés à l'est de la RDC, ils sont restés aux abords et à l'intérieur du parc des Virunga depuis. Mais cela, bien sûr, a également eu des conséquences politiques énormes. Ça a provoqué une rébellion en 1996, la première guerre, la guerre de l'AFDL, qui a commencé avec une petite rébellion au sein de ces énormes camps de réfugiés et qui s'est très vite répandu à travers tout le pays et a vu la chute du régime de Mobutu Sese Seko et la Troisième République, en quelque sorte, la création d'un nouveau régime sous Laurent Désiré Kabila. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu une seconde guerre qui a commencé 2 années plus tard. Et c'est cette seconde guerre qui a divisé le parc et qui a duré beaucoup plus longtemps. C'est cette guerre-là qui a été en fait la plus meurtrière. Et lorsque la première guerre civile de la RDC est souvent définie comme une guerre de libération, la seconde guerre qui a commencé en 1998 se caractérise plus comme une guerre de conflit sur l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et c'est en partie pour cela qu'elle a duré si longtemps. Et je reviens là à nos gardes du parti Virunga. Une des choses qui caractérise ces gardes, c'est le fait qu'ils n'ont jamais lâché leur poste. Pendant cette première et seconde guerre, ce sont les gardes de l'ICCN qui sont restés la seule administration de l'État, la seule institution qui est restée loyale à sa hiérarchie, à son commandement, malgré toutes ces violences. Et ça leur a coûté. C'est une loyauté qui est restée et qui a fait que plus de 140 de nos gardes ont été tués, souvent dans des conditions abominables, souvent dans l'anonymat total. Je ne peux, malgré mes 15 années au Virunga, je ne peux pas vous donner le nom de tous ceux qui ont péri pendant ces premières années de guerre entre 1996 et 2000. Mais ce qui leur a coûté si cher, c'est le fait de rester à leur poste, c'est le fait de rester dans leur devoir qui est de protéger un parc, et un parc qui a vu chacune des guerres de l'Est de la RDC commencer soit à l'intérieur des frontières du parc ou soit immédiatement autour. Donc il y a quelque chose lié à ce parti Virunga qui fait que il suscite non seulement une émotion énorme qui est très positive par rapport à la planète entière, c'est un site de patrimoine mondial qui est un des plus beaux sites du monde, le premier site de patrimoine mondial naturel d'Afrique, tout comme il est le premier parc national d'Afrique, mais qui a également ce contexte politique qui semble attirer énormément de violence. Et donc, c'est un peu de cette question-là que je voulais parler ce soir. C'est bien sûr cette histoire de nos gardes du Parc national des Virunga, leur histoire tout à fait extraordinaire, le courage d'avoir resté à leur poste et d'avoir préservé ce parc. Il n'y a pas une seule espèce de mammifère du parc Virunga qui s'est éteinte. Il y a eu énormément de braconnage, on a eu beaucoup de pertes, mais il n'y a pas une espèce qui s'est éteinte, sauf le lycaon, qui est le chien sauvage d'Afrique, qui a disparu pendant la période coloniale. Mais depuis 1960,
toutes les espèces du parc des Virunga sont restées. Ce qui fait que c'est un parc qui maintient énormément d'espoir, qui peut être restauré. Mais bien sûr, ce n'est pas que cela, c'est également un parc qui se situe dans ce contexte politique. Le rôle de ces gardes en tant qu'agents de l'État, en tant que responsables dans le service public en RDC, au Congo, le fait qu'ils ont pu maintenir leurs responsabilités, leurs devoirs, a fait que ce parc a également développé les éléments de base dans le cadre de la restauration de la stabilité et de la paix, et également de la relance économique aux alentours de ce parc. Et c'est également de cet aspect-là que je voulais surtout parler. On ne parle pas seulement de la question de la conservation de la nature, mais également le rôle et l'interconnexion entre les écosystèmes naturels et une économie saine, un sujet qui suscite énormément d'intérêt, notamment à Paris aujourd'hui. Et c'est donc le travail de ces gardes qui sont à la base de cette réussite. Et c'est une histoire qui doit être racontée. Mais bien sûr, quand on est arrivé en 2001, on était vraiment pendant cette période de destruction du parc. J'ai expliqué qu'il n'y a pas une espèce qui a disparu, mais l'abondance de la faune, je pense qu'il y en a certains dans cette salle qui ont connu le parc pendant sa période de gloire, pendant les années 70 et 80. Depuis, avec ces guerres successives, il y a une période de chute catastrophique, et en particulier par rapport à la grande faune des plaines de l'Arwindi et de la vallée de la Semliki au nord du lac Édouard, et ces grandes plaines tout à fait exceptionnelles au sud. Ça a été des champs de bataille, et là où il y a des armées rebelles et des armées gouvernementales, il est inévitable que la faune souffre, surtout quand ces armées sont peu contrôlées et ne sont pas payées. Ils se servent sur les richesses naturelles autour d'eux. Et c'est ça qui explique cette chute catastrophique. Mais il y a une autre histoire, bien sûr, qui est celle des gorilles des montagnes. Ça, c'est une histoire qui est tout à fait différente et qui date de longtemps, mais qui a fait l'objet d'un effort tout à fait exceptionnel de la part de ces équipes congolaises, et qui a fait l'objet d'une stratégie de conservation qu'on appelle maintenant une protection extrême. Et c'est extrêmement simple, c'est pas compliqué. C'est une protection qui ne s'interrompt jamais, quelles que soient les conditions de travail. Cela veut dire que les gardes, ils exercent leur métier, c'est-à-dire d'aller dans la forêt tous les jours, de protéger ces gorilles. Ce sont des gorilles qui les connaissent, qui sont habitués à leur présence. Et chaque jour, ils entrent en forêt, ils les connaissent individuellement et ils vérifient que ces gorilles sont en bonne santé, que ces gorilles sont dénombrés, qu'ils sont tous toujours là, qu'il n'y a pas de menace imminente sur ces gorilles. Le genre de travail qu'ils font, c'est d'abord d'établir leur état de santé, mais également autour de ces populations de gorilles, vérifier qu'il n'y a pas de piège, qu'il n'y a pas d'indice de braconnage. C'est un travail qui n'est pas complexe, mais qui est extrêmement fastidieux et souvent extrêmement dangereux, parce qu'il ne peut pas s'interrompre. Et ça, c'est vraiment un caractéristique des aires protégées en Afrique, comme ailleurs d'ailleurs. C'est qu'on peut
on peut reconstruire un écosystème, on peut reconstruire un parc. Après une période de guerre, il faut parfois 20-30 ans pour qu'un parc comme les Virunga se reconstitue. Mais ce qui est également vrai, c'est qu'il peut être détruit en 3 jours. Et c'est pour cette simple raison-là que les gardes ne peuvent jamais quitter leur lieu de travail, même s'il y a un conflit armé, même s'il y a une guerre civile. Ils doivent continuer le travail. Et ça, c'est vraiment dans la culture de l'ICCN. Et c'est quelque chose qui s'est manifesté maintenant à 4 reprises. Et c'est également la raison pour laquelle la perte en vie, la perte de vie des gardes des Virunga a été si élevée, qui a été la plus élevée pour un parc national au monde. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme résultat? C'était de créer ce qu'on peut appeler maintenant, ce qui est de plus en plus cité, et je m'en réjouis, certainement un des plus grands miracles pour la conservation de la nature au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on a une espèce qui est en voie de disparition. Quand je grandissais au Kenya, je me rappelle de façon très distincte mes amis ou mes parents m'expliquaient que le gorille des montagnes était condamné, que lorsque je serais adulte, il n'y en aurait plus. Le raisonnement était tout à fait logique, c'est que dans les années 60, il y avait 3000 gorilles des montagnes. En 1985, lorsque je grandissais au Kenya, ce chiffre a diminué de 3000 à 254. Donc il y a eu une chute catastrophique et dans les années 80, ça semblait être un combat sans espoir. Et c'est vraiment là où ce travail de conservation, cette protection extrême a commencé. Et on a vu progressivement une population qui se rétablissait. Mais cet effort de conservation s'est fait en même temps que cette éruption de conflits armés. Donc ça a été vraiment l'objet d'un effort énorme jusqu'en 2010. Et on est en train de faire le recensement aujourd'hui, mais le recensement d'il y a 3 ans a établi qu'il y avait plus de 900 gorilles. Donc c'est une population qui a augmenté de 254 à 900. Je ne veux pas, ce ne serait pas très scientifique, mais je vais le faire quand même. On est relativement certain que cette population a maintenant dépassé le seuil du millier de gorilles. Et donc c'était une population qui aurait augmenté de 400%, malgré toutes les difficultés. Donc ça c'est vraiment un symbole pour nous que les grands défis de la conservation de la nature peuvent être atteints. Le désespoir qu'on entend souvent par rapport à l'avenir de la planète n'est pas fondé si on considère que des gardes sans aucun financement, dans des conditions abominables, où ils ont réalisé ce travail et cette réussite, parfois sans être payés, pas pour des semaines ou des mois, mais pour de nombreuses années, sans recevoir leur salaire, ont réussi à ramener une population qui était condamnée à une période de croissance aussi impressionnante. Donc c'est vraiment un exemple sur lequel on doit s'appuyer. Mais il faut dire, à l'époque, moi j'étais un peu en marge de cette équipe. Je vivais avec eux, je travaillais avec eux, mais je ne faisais pas partie de cette équipe. Moi j'étais un expatrié au Congo qui faisait de mon mieux pour leur apporter le soutien que je pouvais, mais je n'étais pas réellement dans l'équipe. Et ce qui a changé, c'est les événements de 2007 qui ont été tout à fait dramatiques et catastrophiques pour nous. Ce qui s'est passé en 2007, c'est que on a
on a fait face à une série d'attaques extrêmement violentes contre ces populations de gorilles. Et c'était des attaques qu'on avait énormément de mal à comprendre. C'était des milices qui entraient en forêt et qui, on pourrait dire, exécutaient des familles entières de gorilles. Et en juin-juillet 2007, il y a eu 2 familles qui ont été attaquées de cette façon. J'étais en forêt avec les gardes. J'ai entendu les coups de feu. On est entré en patrouille. Et le 24 juillet 2007, on a retrouvé les corps de cette famille Rugendo, une famille qu'on connaissait bien, qui avait été massacrée de cette façon. Et donc ça a été un moment extrêmement dur pour nous, où on voyait devant nous s'éteindre le fruit de tous ces efforts, et on voyait s'éteindre une population qui ne pourrait plus être remplacée, qui serait perdue à toute l'humanité. Tel était le taux de tuerie par rapport à ces gorilles. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte, à titre personnel, que je ne faisais pas suffisamment, et que la seule façon de vraiment travailler sur ce problème, c'est de faire partie de ces gardes. Ce qui a suivi, c'était bien sûr une enquête judiciaire, une enquête au niveau du service des parcs nationaux, qui a révélé toute une série de faits qui nous ont énormément troublés. Le premier, c'était que cette tuerie de gorilles a commencé comme un grand mystère. Les assaillants n'ont rien pris. Ils ne se sont pas comportés comme ça se faisait avant, où on tuait une famille de gorilles pour récupérer les bébés gorilles, pour les trafiquer et les vendre sur le marché international. En effet, il y a un marché pour les bébés gorilles dans des collections privées, et cela a eu un impact terrible. C'est cela qui explique la chute catastrophique qui a mené à ce qu'il n'y ait plus que 254 gorilles en 1985. Il y a eu également des modes en Europe, aux États-Unis et en Asie de présenter, on me dit que c'était dans des cliniques de dentistes, on avait des cendriers qui étaient constitués de la main d'un gorille. Et donc ce genre de pratique ne s'exerce heureusement plus. Et on ne voyait aucun signe de ce genre de pratique par rapport au massacre qu'on a connu en 2007. Les corps étaient intacts, les bébés gorilles étaient abandonnés sur les corps de leur mère, et il n'y avait aucun signe qui cherchait quelque chose par rapport à ces gorilles des montagnes. Et on a enquêté pendant plusieurs mois, et on s'est rendu compte qu'on se retrouvait dans une toute autre dynamique, qui était une dynamique nouvelle, et c'était lié à une réalité démographique à l'est de la RDC, et à une réalité écologique beaucoup plus large que ce qu'on avait connu dans le passé, et qui ne concernait pas directement les gorilles. Et c'est simplement le fait que les centres urbains, comme Goma ou Rutshuru, ont énormément grandi. La ville de Goma était un village dans les années 70, et c'est devenu une ville de plus d'1 million d'habitants. Et elle est peuplée de gens qui vivent dans une pauvreté extrême, mais qui ont besoin de cuire, ils ont besoin de toutes les conditions pour pouvoir maintenir leur santé. Et un élément clé par rapport à ça, c'est le charbon de bois. C'est le charbon de bois qui est la seule façon pour qu'une famille qui vit dans un milieu
urbain, une famille qui est extrêmement pauvre, puisse survivre. Ils ne peuvent pas survivre autrement. Et bien sûr, les forêts du Kivu à l'extérieur des parcs nationaux ont été coupées. Il n'en reste presque plus. Et donc toute l'attention par rapport à ce produit qui est le charbon de bois était concentrée sur le parc national des Virunga. Et donc plus de 92% du charbon de bois au Nord Kivu provient du parc national de Virunga. Du fait que ça vient de l'intérieur du parc, fait que c'est un produit qui est illégal. Et quand c'est un produit illégal, c'est les groupes armés illégaux qui en profitent. Et là, il s'agit d'un trafic de plus de 35 millions de dollars par an. Donc dans le cadre de cette enquête, on a mené des études du marché, on a mené des études pour essayer de mieux comprendre cette dynamique et d'arriver à la conclusion que le massacre des gorilles, en fait, n'avait rien à voir avec les gorilles eux-mêmes, mais était plutôt lié au fait que les trafiquants de charbon de bois, de Makala, comme on dit au Kivu, avaient besoin d'accès à la forêt pour pouvoir la couper, mais ne pouvaient pas avoir accès parce que les gardes leur empêchaient d'accéder à la forêt, ils empêchaient de leur donner l'accès à la forêt parce qu'ils protégeaient les gorilles. Donc en tuant les gorilles, ça allait décourager les gardes pour qu'ils puissent couper la forêt pour le charbon de bois. Donc c'était vraiment ça la source du problème. Et c'était un problème qui était fondamental parce que ça nous sortait de cette optique traditionnelle de la conservation de la nature qui est de protéger les gorilles. Et ça nous amenait dans un arène beaucoup plus large qui est essentiellement un arène économique auquel on ne peut pas s'attaquer, qu'on ne peut pas confronter avec des outils traditionnels de la conservation de la nature qui sont des méthodes essentiellement policières de faire respecter la loi, mais qui nous obligent à confronter ce problème qu'on a des millions de gens qui vivent autour du parc, qui n'ont pas le choix, qui ont besoin pour survivre des ressources du parc et qui n'ont pas d'alternative. Et donc on devait maintenant se confronter à ce problème-là. Et donc, ce que cela a fait, c'est que je me suis retrouvé dans ce dilemme où je n'arrivais pas à faire mon travail. C'est là où on est entré en discussion avec les services des parcs nationaux. Et c'est quelque temps après qu'ils m'ont offert cet immense privilège qui était de pouvoir assumer le rôle de directeur du parc national des Virunga et de pouvoir continuer mon travail au parc des Virunga au sein de cette équipe, de cette magnifique équipe de garde. Mais ce dont je ne me suis pas rendu compte au moment où j'ai accepté ce poste, c'est qu'il y avait une armée qui était en formation, qui n'était bien sûr pas l'armée congolaise. C'était une armée rebelle, comme il y en a eu d'autres à l'est de la RDC. Et à peine 2 semaines après ma nomination en tant que directeur du parc, on s'est retrouvé dans une situation où cette armée a pris le contrôle. Elle a pris le contrôle de toute la partie sud du parc, du territoire de Rutshuru, qui entoure le parc et où se situe le quartier général du parc, là où on vivait. Et cette guerre, qui était la troisième grande guerre de l'Est de la RDC, la guerre du CNDP, c'est le mouvement rebelle en question, a été extrêmement violente pour nous et elle s'est centrée à Rumangabo, qui est d'une part
le quartier général du parc, mais qui est également, malheureusement pour nous, à 2 kilomètres du 3e camp militaire le plus important du Congo. Et donc, cela a fait que les tirs d'artillerie ne sont pas toujours très précis au Congo. Et on s'est retrouvé au sein de cette grande bataille qui a été extrêmement violente et qui a eu comme conséquence en 2008 de provoquer un épisode d'extrême violence qui a forcé tout notre personnel à quitter la station et de se retrouver dispersés en forêt et de commencer cette grande marche extrêmement difficile, sans eau et sans nourriture, qui a duré plus de 10 jours, pour rejoindre la ville de Goma, pour essayer de retrouver les familles et la sécurité. Et donc ça a été une période extrêmement... ça a été une période terrifiante pour le personnel. Il y en a plusieurs qui sont morts dans cette marche de Rumangabo vers Goma. Et on s'est retrouvé dans une situation tout à fait différente à ce que on prévoyait. Donc ces familles de gardes se sont retrouvées à Goma et on a dû se reconvertir de conservateurs, de gestionnaires de parcs nationaux, de gens qui vivaient dans un monde presque idyllique, qui est le parc des Virunga, à une équipe qui devait tout d'un coup comprendre et s'accaparer des compétences de monter des camps de réfugiés pour ces familles. Parce qu'on est un service de sécurité de l'État, on n'avait pas droit à l'appui des Nations Unies. Et on a dû monter nous-mêmes nos propres camps de réfugiés. Au bout de 36 heures, on a eu notre première épidémie de choléra. On a très vite appris à gérer ce genre de catastrophe. Et pendant 3 mois, on s'est retrouvés en train de gérer un camp de déplacés, un camp de réfugiés aux abords de Goma. Et c'était vraiment la seule période où on a vraiment perdu le contrôle du parc. On est allé vraiment contre ce principe qui est de ne jamais quitter le parc. Ce que ça a eu comme suite, c'est que le chef rebelle, le général Nkunda, a annoncé que, étant donné l'absence de tous les services de l'État, et en particulier et notamment les services des parcs nationaux, que le CNDP, ce mouvement rebelle, allait monter ses propres administrations. Et ça, pour nous, c'était une catastrophe et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas admettre. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voyager avec mes collègues je me suis retrouvé dans une situation que je ne pouvais pas gérer moi-même. C'était une période extrêmement difficile. J'étais un peu au bout du chemin. Et c'est vraiment là où ces gardes m'ont appuyé le plus pendant toute ma courte carrière pour me conseiller, pour me guider à travers cette période extrêmement difficile où si on ne réagissait pas, si on ne trouvait pas une solution à ce problème, il y aurait une nouvelle administration, une nouvelle gestion, une nouvelle équipe de gestion du parc sous le contrôle rebelle. Ces 240 familles qui avaient été expulsées, qui se retrouvaient dans cette situation catastrophique, dans un camp de déplacés à Goma, n'auraient plus aucune possibilité de retourner au parc. Et ce parc serait laissé à l'abandon. Et donc c'est vraiment ces gardes qui m'ont conseillé du simple fait qu'ils avaient déjà vécu ça
à plusieurs reprises. Et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a été offerte par eux pendant cette période très très difficile, pendant la guerre du CNDP en 2008. Et c'est vraiment de là que je me suis rendu compte de ce très simple principe de gestion d'un parc national en Afrique centrale, qu'on ne quitte jamais les lieux. On doit impérativement continuer le travail, même s'il y a une période de guerre civile. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voyagé. D'abord, on a été à Kinshasa pour expliquer la situation à notre ministre du tutelle, qui était quelqu'un de remarquable, qui a passé un mot au chef d'État et qui ont pris la décision que malgré toute la difficulté politique du moment, le patrimoine mondial était quelque chose qui devait être considéré comme à part, un peu comme les urgences humanitaires. La conservation de la nature, d'un patrimoine mondial, devait être pris en considération, quelles que soient les difficultés politiques. Et sur base de ça, ils m'ont donné l'autorisation de traverser la ligne de front avec mes compagnons, avec mes collègues, avec mes amis, pour entamer des discussions, des négociations avec le général Nkunda, avec le chef rebelle, afin de ramener nos équipes, notre corps de garde à Rumangabo et de là progressivement rétablir le contrôle du parc des Virunga. Ce qui est bien sûr un des nombreux miracles de ce pays qui est le Congo, ce dialogue a été extrêmement fructueux, tant avec Kinshasa qu'avec les chefs rebelles, et ils ont accepté ce principe, que la conservation de la nature était une activité foncièrement neutre et qui devait continuer. Sinon, ils devaient assumer les conséquences de la perte de ce patrimoine, qui est d'abord un patrimoine congolais, mais également un patrimoine de toute l'humanité. Et donc, sans imposer de conditions, nous n'aurions pas pu en accepter. Le général Nkunda a accepté que les gardes des Virunga puissent revenir en uniforme et armés pour pouvoir continuer leur travail. Et ça a été un moment de, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces pertes, ça a été un moment de, ça a été un des moments les plus joyeux, les plus encourageantes pour moi, mais également pour toute l'équipe. On était absolument convaincus qu'ayant surmonté cet énorme obstacle politique, on pourrait confronter l'avenir et arriver à réussir ce grand projet qui était la restauration des écosystèmes et de ces grands assemblages de faune du parc des Virunga. Et bien sûr, ça n'a pas été le cas. Et ce qu'on a trouvé, c'est que en ayant survécu la guerre du CNDP, on est entré par la suite, en janvier-février 2009, dans une période qui était officiellement une période de paix, mais qui pour nous a été tout sauf une période de paix. À beaucoup de niveaux, ça a été pire pendant cette période. Et la meilleure façon d'un peu exprimer cela, c'est en regardant la vie et la situation de mes 3 collaborateurs les plus proches, c'est-à-dire mes adjoints, c'est-à-dire les chefs de secteur du parc des Virunga. Le parc est divisé en 3 secteurs. Le secteur nord, qui est le secteur des Rwenzori, au nord du lac Édouard. Il y a le secteur centre, qui est composé du lac Édouard et des grandes plaines de la Rwindi. Et puis le secteur sud,
qui est la zone des gorilles et des volcans. Le premier, c'est Innocent Muranomwe, qui est un ancien des Virunga. Son père était garde. C'est son père, il a été garde et conservateur. C'est son père qui a lancé tout le programme d'habituation des gorilles. C'était le premier à habituer les gorilles des montagnes au Congo. Et bien sûr, Innocent a grandi dans ce monde-là. Il n'y a personne au monde, je pense, qui connaît l'écologie et le comportement des gorilles des montagnes aussi bien que lui. Il n'est pas doté d'un doctorat ou d'un diplôme universitaire, donc sa richesse intellectuelle n'est pas reconnue, mais elle est bien là. Et il n'y a personne qui le dépasse à ce point de vue-là. Innocent a connu énormément de tragédies dans sa vie. Son père est mort, son frère est mort en protégeant le parc. Et lui, il a continué son travail. Il a commencé comme garde. Il est devenu chauffeur. Il est d'une personnalité très particulière. Il est d'une discipline peu commune. Et grâce à ça, il est monté dans les rangs pour devenir un conservateur chef de secteur. Le second, c'est Rodrigue Katembo, que j'ai connu tout au début, après ma nomination, et qui lui aussi a vécu une vie tout à fait extraordinaire, mais malheureusement pas unique en RDC. Lorsqu'il était très jeune, à 13 ans, il a été recruté de force dans les forces armées rebelles, et il est devenu enfant soldat. Il a participé dans la guerre de la FDL. De par ses qualités, il est monté dans les rangs. À l'âge de 22 ans, il était un commandant de compagnie. Il est devenu un officier supérieur. Il s'est battu dans presque toutes les grandes batailles de la FDL, y compris les combats sur Kisangani. Il a marché à pied de Goma jusqu'à Kinshasa, et puis il est revenu à pied. C'est-à-dire plus de 6000 kilomètres à pied. Il a fait plus que ce qu'a réussi Stanley, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles. En revenant à l'Est, il a finalement retrouvé sa mère à Bukavu, dans la ville de Bukavu, qui, elle, heureusement, dotée d'une grande personnalité, est arrivée à l'extraire de l'armée et à l'obliger de ne pas continuer ce travail, qui est un travail de militaire. Et c'est là où il nous est arrivé aux parcs nationaux. C'est quelqu'un qui est devenu très vite conservateur, qui a lui-même fait ses études et qui a obtenu son diplôme d'État de sa propre motivation. Ensuite, il a obtenu son graduat, sa licence. Donc il est également, comme Innocent, quelqu'un d'une très très grande discipline interne et extrêmement motivé. C'est lui qui, lorsqu'on s'est confronté à des problèmes que je vais vite expliquer, qui s'est retrouvé en défendant le parc contre les pétroliers, qui a été arrêté, qui a fait 17 jours en détention illégale. Pendant ces 17 jours, il a été torturé d'une façon inexplicable, qu'on a finalement, grâce à l'appui d'un grand nombre de personnalités politiques, à l'extraire de cette abominable prison à Goma, et qu'on a dû faire sortir du pays pour qu'il revienne plusieurs mois plus tard pour être redéployé sur un autre site pour sa propre sécurité.
Donc, Rodrigue est quelqu'un qui malheureusement, et pour ces raisons-là, on a perdu. Le troisième, bien sûr, c'est Atama, qui était ce garde que j'ai connu à l'âge de 23 ans, quand je suis arrivé à la Garamba, quand je suis arrivé au Congo pour la première fois. On a un peu grandi ensemble. C'était un très cher ami. Et il a commencé comme garde, il est passé à travers les rangs pour, comme les deux autres, devenir un conservateur, chef du secteur Nord. Et c'était quelqu'un sur lequel je m'appuyais énormément. On se connaissait bien, on avait appris ce métier qui était la conservation de la nature. Il remplissait ses fonctions, ses responsabilités. Un jour, en revenant de la ville sur une moto, il a été pris en embuscade par des groupes Maï-Maï qui lui ont tiré des balles dans le dos et il est mort 2 jours plus tard de ses blessures. Et donc c'est vraiment c'était vraiment, ces tragédies étaient pour nous vraiment un signal très fort qu'on n'était pas en train de gagner. C'était une bataille qui ne pouvait se gagner que grâce à la qualité de gens comme ça. Et en les perdant, on perdait tout espoir de pouvoir réussir ce défi de relancer le Parti Virunga. Et le prix était vraiment trop élevé à ce point de vue-là. Et c'est vraiment par rapport à cela qu'on a commencé à regarder une stratégie qui était beaucoup plus large et qui ne dépendait pas que de nous-mêmes. C'est vraiment ce moment-là quand on a perdu nos collègues qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment besoin d'aide. On avait besoin de l'appui d'une communauté de gens beaucoup plus large que ce que nous étions en tant que conservateurs d'un parc national. C'est donc en comprenant ces problèmes plus larges qui s'imposaient sur nous, en ayant une réalisation que nous devions commencer à assimiler un peu d'humilité par rapport à ce que nous pouvions faire confrontés à ce problème, qu'on a commencé à réfléchir aux problèmes économiques qui sont bien sûr liés à une économie très particulière à l'est de la RDC, qui est ce qu'on pourrait décrire comme une économie de conflit. Ce n'est pas une économie comme nous connaissons, heureusement pour nous ici en Europe, mais c'est une économie qui est entièrement basée sur des activités commerciales parallèles qui sortent du contrôle de l'État et du contrôle de la société. Et au Parti Virunga et en Nord Kivu en général, il y a un certain nombre de ces activités, notamment le charbon de bois dont j'ai parlé, qui se situe dans l'extraction illégale des ressources naturelles. Également le poisson, qui est une ressource comme le charbon de bois, dont 80% de l'extraction sur le lac Édouard, qui est ce grand lac au milieu du parc, 80% est faite à travers une pêche illicite. On ne se rend pas tout de suite compte de l'importance de cette activité. C'est une activité qui représente 38 millions de dollars de chiffre d'affaires, dont 80% est une pêche illicite. Quand c'est une pêche illicite, ceux qui le font ont besoin de protection, et ceux à qui ils font appel, c'est les groupes armés. C'est ceux qui agissent en dehors de la loi et qui ont la force de pouvoir les protéger contre les forces de l'ordre. Et pour pouvoir avoir cet appui, ils doivent les payer. Et c'est ça le mécanisme de base qui incite la guerre à l'est de la RDC. Pour qu'il y ait une guerre civile, il y a 2 ingrédients de base. La première, c'est une incitation financière pour la création d'armées privées, les groupes armés, les milices. Et au Parti Virunga, si on reprend le charbon de bois, on prend la pêche illicite, on prend les cultures illégales à l'intérieur du parc qui ont besoin d'être protégées contre les forces de l'ordre, et on prend cette 4e activité
qui commence et qu'on doit contrôler parce qu'elle est illégale, qui est le pétrole, ces 4 secteurs économiques ensemble représentent plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc il y a là suffisamment d'argent pour payer une armée, il y a suffisamment d'argent pour payer une guerre. Et c'est ça le grand enjeu du Parti Virunga. On ne parle pas là seulement de la protection de nos gorilles, on parle d'un enjeu qui est beaucoup plus large et qui a eu comme conséquence, sur les 20 dernières années, la mort de plus de 6 millions de personnes. C'est-à-dire la guerre la plus meurtrière en termes de tragédie humaine, en termes de pertes civiles, depuis la Seconde Guerre mondiale, et une guerre dont on ne parle pas. Donc on se retrouve tout d'un coup au centre de cet enjeu-là, et ceux qui ont le mandat de se confronter au problème de base, qui est cette incitation financière à la création des groupes armés, c'est parmi d'autres les gardes-parcs. Et donc ça, c'est la vraie fonction du garde, c'est le rétablissement de l'état de droit, c'est le respect de la loi par rapport à ce problème qui est tout à fait fondamental. Bien sûr, le second ingrédient pour qu'il y ait la guerre civile, c'est l'affaiblissement des institutions de l'État. Et l'affaiblissement des institutions de l'État, ça se fait avant tout à travers la corruption. C'est ça qui fait que les intérêts des groupes armés se rejoignent avec les intérêts d'un grand nombre d'acteurs étatiques si leur source de financement est le même, c'est-à-dire l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et donc ce sont des problèmes extrêmement graves. Et pour dire, par rapport au mystère du massacre des gorilles dont j'ai présenté tantôt, ce qui me donne le plus de honte par rapport à tout cela, c'est que les acteurs principaux qui ont agi dans ce massacre des gorilles, c'était des membres du corps de garde. C'était d'ailleurs mon prédécesseur, le directeur du parc, qui était directement impliqué dans le massacre des gorilles parce qu'il était en collaboration avec les groupes armés pour se faire de l'argent à travers le charbon de bois. Et le massacre des gorilles, c'était pour déstabiliser ses collègues qui, eux, faisaient leur travail. Heureusement, l'administration a fait son travail, il a été arrêté, il a dû répondre de ses actes et il a été traité par la justice de cette façon. Et bien sûr, le résultat de ce phénomène, c'est qu'on retrouve cette cartographie politique de l'Est du Nord Kivu. Et là, on voit la concentration de ce qui est maintenant. Ça, c'est une carte qui est un peu plus ancienne, mais qui n'a pas fort changé. C'est-à-dire qu'on a plus de 12 différents groupes armés, c'est-à-dire les FDLR dans le sud, les groupes Mai Mai, qui sont des milices. Les FDLR sont les anciens milices du Rwanda impliqués dans le génocide rwandais, qui vivent depuis dans les forêts des Virunga et dans les forêts de l'Est de la RDC. Au centre, les groupes Mai Mai, qui sont des milices congolaises assez désorganisées, mais quand même assez nombreuses. Et puis dans le nord, un groupe djihadiste qui s'appelle les ADF Nalu, qui sont un groupe d'origine ougandaise et qui sont responsables du massacre de plus de 650 civils dans les 12 derniers mois. Donc on a cette concentration de groupes armés, de milices autour du parc. Et bien sûr, ce n'est pas uniquement des idéaux qui les motivent, d'ailleurs ce ne l'est pas du tout, c'est les ressources du parc, c'est la richesse que peuvent offrir ces ressources du parc.
Et donc c'est vraiment à ce problème-là qu'on se confronte et c'est pour ça que en 2008-2009, on était en train de perdre cette bataille. Mais c'est en 2010 donc là c'est pour un peu montrer les ressources qui les attirent. Il y a le poisson des lacs Édouard au centre du parc, le charbon de bois, le Makala au sud, et puis bien sûr cette concession pétrolière qui recouvre une grande partie, plus de 58% du parc de Virunga. Ce que cela voulait dire, pour en revenir au problème de base, c'est qu'on était trop petit, notre force n'était pas suffisante pour contenir ce problème. Et c'est vraiment un problème qui s'est exprimé pour moi à travers cette photo qui a été prise par un très grand ami et qui est resté avec moi pendant longtemps et qui m'a énormément troublé pour de nombreuses raisons. La première, c'est que c'est une photo qui exprime un peu la souffrance des populations qui vivent autour du parc, et en particulier les femmes. Et là, on a des femmes qui supplient un homme armé de pouvoir entrer dans le parc pour pouvoir récolter du charbon de bois. Et ce qui me trouble terriblement, c'est que la victime, elle est évidente. Ce sont ces femmes qui ont besoin de survivre désespérément. Et on ne peut pas comprendre la difficulté d'une femme qui, lorsqu'elle amène ses enfants au lit le soir, le fait dans la connaissance qu'au moins un de ses enfants ne va pas atteindre l'âge de 3 ans. C'est une vie que nous, heureusement, ne pouvons pas comprendre, ne pouvons pas connaître. Et c'est la réalité de ceux qui vivent autour du parc de Virunga. Ce sont les communautés les plus vulnérables et les plus appauvries de la planète. Et on se rend compte également qu'on a la responsabilité d'un parc. On a l'obligation légale de protéger les frontières de ce parc contre des gens comme ça. Et ce parc, il représente 800 000 hectares. 1 hectare de terre, pour une famille agricole congolaise, c'est $1 200 de recettes nettes par an. Ça veut dire que pour ce magnifique parc, qui est le parc de Virunga, qui est un parc qui apporte énormément de bénéfices à toute l'humanité, qu'est-ce qu'on serait sans ces richesses au niveau du patrimoine mondial? Il apporte énormément de richesses à toute l'humanité, mais il y a également un coût. Et ce coût, il peut s'énumérer, il peut se numérer. C'est un coût qui est lié au coût d'opportunité pour les populations qui vivent autour du parc. Et ils sont 4 millions qui vivent à moins d'une journée de marche des bordures du parc et qui n'ont pas accès aux terres agricoles parce que ces terres ont été... ce sont des terres qui ont été dédiées à la conservation de la nature. La valeur agricole de ces terres représente plus d'1 milliard de dollars par an de manque à gagner pour les populations locales. Et ça, c'est un simple fait auquel on doit se confronter. Et cela représente une injustice environnementale, un sujet qui devient de plus en plus discuté, de plus en plus débattu. Et la simple réalité, c'est que quand il y a une injustice, le résultat, c'est qu'il y a de la violence. C'est presque inévitable. Et c'est à cela qu'on se confronte. Et donc on doit trouver des solutions. On n'a pas beaucoup de temps, on doit trouver des solutions à ce problème-là. Et la solution, c'est une solution économique qu'on doit mettre en œuvre rapidement. Et donc en 2010, on a commencé à travailler sur un simple modèle. On a commencé par se dire de générer 1 milliard de dollars par an dans une nouvelle économie
une économie qui n'est pas une économie de guerre, une économie de conflit, mais une économie extrêmement diversifiée et qui crée de l'emploi pour les jeunes des territoires autour du parc, ne peut pas dépendre seulement de nous. On a besoin d'énormément d'aide pour y arriver. Et c'est de là qu'est venue cette idée d'une alliance avec tous les secteurs de la société à l'est de la RDC autour de certaines valeurs, qui sont des valeurs de bonne gouvernance, de respect de l'environnement, de respect des besoins et des droits des plus pauvres et des plus vulnérables dans la société, et de relance économique et de rétablissement de la paix. En travaillant avec la société civile, avec le secteur privé et avec les autres institutions de l'État, peut-être qu'on pourrait arriver à quelque chose. Mais pour cela, bien sûr, on avait besoin de ressources. On avait besoin d'énormément de richesses pour mobiliser ce genre de dynamique économique. Et bien sûr, ces ressources, elles existent. Ce ne sont pas les ressources extractives qui sont traditionnellement exploitées au Congo, en écartant les intérêts de la population, mais des ressources en particulier liées à deux ressources spécifiques qui sont l'eau et les ressources humaines. Mais spécifiquement au Parc national des Virunga, il y a 4 secteurs économiques qui pouvaient être développés en maintenant ces valeurs de base, qui étaient de réduction de la pauvreté, de contribution à la paix et à la stabilité, et au respect de l'environnement. Et ce sont bien sûr d'abord ce premier secteur qui est le tourisme, qui est non négligeable. C'est le tourisme qui a supporté toute l'économie du Kenya, par exemple, pendant plus de 40 ans. En 2010, le Kenya a eu plus de 3,5 milliards de dollars de contribution à son PIB grâce à l'activité touristique, grâce à ses parcs nationaux. Ça, c'est 100 millions de dollars de plus que le budget national de la RDC. Donc ce n'est pas un jeu, c'est vraiment un secteur économique stratégique pour l'avenir d'un pays en Afrique. Le deuxième, c'est ce sujet qui nous est très douloureux, qui est le sujet de l'énergie. On s'est confronté aux pétroliers et on a eu affaire à une énergie qui est extrêmement problématique. Mais il y a une autre source d'énergie qui est bien sûr l'électricité à travers une source tout à fait renouvelable qui sont les cours d'eau qui quittent le parc. C'est un parc à très haute pluviométrie qui est également un parc de montagne. Et donc les rivières qui sortent du parc ont énormément d'énergie en elles et cela peut être converti en électricité. Si on regarde toutes les études qui ont été faites au niveau de l'Union européenne, la Banque mondiale, le plus grand retour sur l'investissement, si ce qui nous intéresse, c'est la réduction de la pauvreté, le plus grand retour sur l'investissement, c'est l'électrification rurale. Donc ça, c'est vraiment un secteur sur lequel on pouvait intervenir pour avoir un rendement énorme. Et puis le troisième, c'est issu de la fourniture de l'électricité, c'est la transformation agricole, d'essayer de ramener la richesse de la production congolaise au Congo, aux Congolais, pour que toute la valeur ajoutée puisse être détenue par les Congolais pour développer leur propre économie en ayant leur propre industrie. D'essayer de casser avec cette situation où le Congo n'exporte que des produits bruts et où toute la richesse est valorisée dans les pays étrangers. Et puis le quatrième qui est lié à ça, c'est bien sûr la pêche, une activité extrêmement importante dans la région. Et donc, on a commencé là-dessus. Vraiment le pilier, le secteur maître, c'est l'énergie. On en parle beaucoup en ce moment, la question de l'énergie renouvelable. Et on a commencé avec un petit projet dans une petite ville de Mutwanga. Et là, vraiment, je voudrais rendre hommage à un ancien de l'Université de Liège, sans lequel aucun de ces projets aurait eu lieu, qui est Michel Verlaine, qui était, je crois, l'un des plus grands ingénieurs, probablement
C'est mon avis un peu biaisé, mais probablement le plus grand ingénieur de sa génération. C'est lui qui a construit le plus grand pont d'Afrique, qui est le pont Matadi, le pont Maréchal, sur le fleuve Congo, pour lequel on a eu l'énorme chance qui s'intègre à notre équipe et qui nous donne la possibilité de construire des projets tout à fait extraordinaires et dans des conditions les plus difficiles. Le premier projet était le projet de Mutuanga, une petite centrale hydroélectrique qui a eu comme conséquence, qui est entrée en service en 2013. Cette même année, il y a une usine de savon qui s'est installée, donc des industriels belges et allemands et en collaboration avec des familles congolaises qui ont monté une usine de savon qui a augmenté les recettes en amont pour plus de 10 000 fermiers qui produisent sur l'île de Palme pour la production du savon, qui a créé 400 emplois au niveau de l'usine elle-même, mais également qui produit du savon en suffisance pour plus de 5 millions de consommateurs congolais à un prix réduit. Ça, c'est le vrai développement. C'est un développement initié par un service public, mais qui se fait à travers le secteur privé et qui sera là dans 50 ans. Ça nous a créé un peu le prototype pour une nouvelle économie autour du parc Virunga, poussée par ce moteur du développement qui est l'électrification à travers une énergie propre. Et on a commencé le second projet au milieu de la zone de conflit du M23, qui était la seconde rébellion qu'on a connue à partir de 2012. C'est un chantier qui a commencé sous les tirs d'obus. On a dû évacuer les équipes 3 fois pendant la première semaine et qui sera mené à bien sous le haut patronat du président de la République dans 10 jours, qui a été réalisé dans les temps et dans le budget, dans des conditions assez difficiles, et qui représente la fourniture de 13,6 mégawatts. Ça veut dire 3 fois ce que toute la province du Nord Kivu produit actuellement. 13 mégawatts, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour beaucoup de gens, mais par rapport à ce projet pilote qu'on avait fait, ce qu'on en déduit, c'est que 1 mégawatt d'électricité est susceptible de créer entre 800 et 1000 emplois au niveau de la communauté locale dans cette industrie de transformation agricole. Ça, c'est des emplois de qualité, c'est des emplois durables. Ça permet aux jeunes de vivre et ça offre des choix aux jeunes, et en particulier aux jeunes hommes qui pourraient autrement prendre les armes. Sur base des études qu'on avait faites en 2010, tout au début, donc ce qu'on appellerait les préfaisabilités de ce grand programme, on a établi que le parc Virunga pouvait créer entre 100 et 120 mégawatts d'électricité. Ça veut dire presque 3 fois ce que la centrale de Ruzizi, la plus grande fourniture d'électricité à l'heure actuelle dans le sud Kivu, fournit pour le Congo. Ça veut dire presque 2 fois ce que le Rwanda produit en interne, tout le pays du Rwanda. Donc ce parc Virunga devient tout d'un coup, a le potentiel de devenir le moteur économique de toute une région, mais pas n'importe laquelle économie, une économie verte, une économie propre, qui permet à ce qu'il y ait une relance réelle, mais en particulier qui est susceptible de créer énormément d'emplois. Donc on parlait d'entre 800 et 1000 emplois par mégawatt. Ça veut dire entre 80 et 120 000 emplois dans le Nord Kivu, au cœur de cette guerre civile. Et ce qui est intéressant, c'est le chiffre qui est avancé par les Nations Unies pour le nombre de milices, le nombre de membres des groupes armés au Nord Kivu actuellement, qui sont entre 5 et 8 000. Entre 5 et 8 000, ça veut dire entre 5 et 8% du nombre d'emplois qu'on pourrait créer
si on mène à bien ce projet. Et en fait, c'est en même temps de l'inauguration de cette grande centrale de Rutshuru qu'on accueille les premiers anciens combattants qui sont passés à travers le programme national de démobilisation, qui sont des anciens des groupes armés, qu'on accueille sur ce site pour qu'ils puissent travailler pour leur pays ayant déjà remis leurs armes. Au cours de l'année prochaine, au sein de ces projets, il est prévu qu'entre 800 et 1000 de ces anciens combattants se rejoignent aux équipes des gardes au parc des Virunga pour travailler sur ces chantiers de reconstruction du pays aux alentours du parc. Et donc ça, c'est vraiment le grand espoir qu'on a. Bien sûr, l'électricité, on ne le donne pas. On est beaucoup trop mercantile pour ça, on le vend. Mais les dividendes de cette activité économique sont divisés à 50% sur la conservation de la nature et à 50% sur des projets de caractère sociaux. Et ça a déjà commencé. Donc il y a 9 écoles qui ont été construites aux alentours du parc. Il y a des adductions d'eau, il y a des centres de santé. Et il y a également ce grand projet d'eau de Goma qu'on a pu lancer pendant la bataille de Goma, qui a fait que on a pu amener des générateurs grâce aux recettes qui avaient déjà été récoltées au niveau du parc pour maintenir les stations de pompage qui apportent de l'eau à plus de 500 000 personnes en pleine guerre parce que le courant avait été coupé lors de la guerre, ce qui a fait en 1996, quand il y a eu la première guerre, qu'entre 2 et 3 000 personnes par jour perdent la vie suite à des maladies transmissibles par l'eau. Donc cette question de fourniture d'eau est absolument fondamentale, mais il a fallu qu'il y ait une institution qui puisse tenir le coup, qui puisse faire son travail en période de guerre, puisse apporter les groupes électrogènes pour maintenir ces stations de pompage en fonctionnement, même sous le tir, même sous les bombardements. Et c'est ça vraiment le rôle du parc des Virunga, c'est de pouvoir maintenir l'activité, quelles que soient les conditions, et maintenant de pouvoir générer une nouvelle économie et les ressources pour y arriver. Et donc c'est sur cela que je vais vous quitter, en disant simplement qu'on est bien sûr au début. Ce serait une erreur de voir ce projet sur une période de 2 à 3 ans. Il faut 30 ans, il faut toute une nouvelle génération pour sortir d'une période aussi tragique qu'on a connue en RDC. Mais c'est malgré tout quelque chose qu'on regarde avec énormément d'espoir et quelque chose sur lequel on cherche à continuer le travail. On espère simplement que dans 20 ans, on pourra regarder cette période et dire qu'on a vraiment fait tout ce qu'on a pu. Je vous remercie beaucoup.